Amélie Fléchet et Jonathan Garnier, bonjour et merci de vous prêter au jeu. Une question que l'on pose à tous nos invités. Pour des raisons linguistiques et géographiques, le public vancouverois consomme beaucoup de comics américains et de mangas. Comment présentez-vous votre travail à un public qui est peut-être moins familier avec la BD européenne? En fait, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre la BD américaine et le manga et la BD européenne, parce qu'au final, on raconte tous des histoires à travers des cases et des bulles, donc ça reste un média universel. Ce qui change surtout, ça va être des spécificités un peu graphiques et des formats, mais sinon, on a tous le désir en fait de raconter des histoires avec des cases, des bulles, donc bon. Je pense que la BD européenne n'est pas inaccessible pour un public qui ne la connaît pas très bien. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de ponts entre les formats. Alors peut-être moins les japonais qui restent vraiment sur leur format, leur narration, leur thématique. Mais je pense qu'entre européens et américains, il y a de plus en plus de similitudes qui se créent. C'est vrai je pense qu'à une époque, il y a pas mal d'Américains qui ont pu être influencés par des auteurs européens comme Moebius, et d'autres auteurs de métal hurlant. De même, nous, on peut être influencé par pas mal d'auteurs américains. Je sais qu'il y a Mike Mignola qui plaît beaucoup en Europe. Et c'est vrai que nous, on est aussi lecteurs on lit beaucoup de mangas, on est aussi lecteurs de certains comics. Alors, pas forcément la partie super-héros, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qu'on aime beaucoup. Enfin, moi, j'ai découvert vraiment une partie du graphic novel avec Craig Thompson, avec Adieu Chucky Rice, puis après Blanquette. Il y a aussi des autrices qu'on aime bien comme Tilly Wilden. Julian Et Mariko Mariko Tamaki. Tamaki. Et, Et puis Jen Wang aussi, qui fait de la bande dessinée un peu plus jeunesse, ado, adulte, qui, je pense qu'on est un petit peu dans la même famille de graphisme et d'envie aussi scénaristique. c'est ça que c'est des auteurs et autrices qui pourraient être européens. En fait, enfin, nous, en tant qu'Européens, on voit pas forcément de différence en fait, par rapport au graphisme, aux thématiques abordées. Et au final, je pense que c'est un peu pareil pour notre BD. C'est ça qu'on est beaucoup influencé par, comme je dis, pas mal de BD un peu américaines, européennes, françaises. C'est vrai, comme je disais, il y a vraiment un mix. Autant au début, la BD européenne était un peu plus gag, humour, jeunesse, tout public. On l'appelait un peu la bande dessinée gros nez, parce que du coup, c'était des personnages qui étaient. Voilà, c'était du gag, qui avaient des gros nez, qui avaient un peu des. Voilà, il y a un petit côté burlesque. Et ça existe toujours, mais c'est vrai que la BD européenne s'est beaucoup, beaucoup développée. Donc c'est vrai que maintenant c'est assez homogène et en plus on est aussi inspiré en fait par des romans, par des séries, des films qui sont autant lus par des Européens, des Japonais, des Américains. Donc voilà, je pense qu'il y a une culture un peu, une pop culture mais pas seulement, enfin une culture globale maintenant qui nous inspire tous. Donc ce qui fait que je pense qu'il y a vraiment des ponts qui se créent Et ça s'homogénéise en fait petit à petit, donc je pense que les lecteurs canadiens ne seront pas perdus totalement en lisant nos bandes dessinées ou d'autres qui viennent d'Europe. Le troisième tome de votre série Bergère guerrière est sorti à l'automne. Était-il établi dès le début que la série serait bouclée en 4 tomes? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? dès le début, quand on a contacté les éditeurs, en fait, on avait déjà spécifié, on avait spécifié à l'époque que ce serait en 3 tomes. On aime bien le format trilogie, on pensait que ce serait suffisant pour ce qu'on avait raconté, parce qu'on savait déjà comment ça se terminait en fait. Et il y a aussi quelque chose aussi qui est particulier, c'est que c'est pas si évident de tout de suite essayer de placer une grosse série auprès des éditeurs. Parce que du coup, ils adorent les grosses séries, parce que quand ça marche, le public est au rendez-vous à chaque tome, voilà, c'est des ventes faciles, j'ai envie de dire, en fait, il y a un public qui est acquis. Mais quand ça marche pas, c'est gênant, parce que du coup, on commence, on fait un tome, 2 tomes, on voit que ça prend pas, et on arrête la série en cours de route. Voilà, c'est dommage pour les lecteurs, pour les auteurs aussi, même pour l'éditeur qui a investi dans une série qui finalement n'ira pas jusqu'au bout. Donc voilà, ce qui fait que pour ça on s'est dit on va pas être trop gourmand, 3 tomes c'est bien, mais ça s'est un peu emballé. Il faut dire en fait qu'on a beaucoup de personnages et que l'intrigue principale est en soi déjà très riche. Et si on veut traiter tout ça correctement, on s'est très vite rendu compte que 3 tomes c'était vraiment pas suffisant. Donc là, on est sur un quatrième et dernier tome normalement, mais qui devrait un peu exploser la pagination prévue. Donc il y aurait presque matière à en faire 5, mais on va essayer de clôturer en 4. C'est ça. Bon, Parce déjà que... pour essayer, en termes de rythme, on se rend compte qu'on pourrait faire 5 tomes, on pourrait pousser, mais
voilà, en fait, on n'a pas envie de rallonger parce que la série marche bien, donc notre éditeur nous fait confiance. On pourrait faire 5-6 tomes potentiellement, mais voilà. On sait comment finir, on a envie de garder un bon rythme aussi, que chaque album soit vraiment intéressant et riche. Donc voilà, on n'a pas envie de diluer, c'est le meilleur moyen de décevoir les lecteurs, je pense, si vraiment on rallonge pour rallonger. Donc voilà, on va tâcher de finir en 4 tomes. Et après, par contre, il pourrait y avoir des albums spin-off, mais ce serait plus pour développer l'univers avec d'autres persos, peut-être à d'autres époques. Ce serait vraiment pour enrichir l'univers en fait. Il y a des lecteurs qui pourraient arriver sur les spin-offs sans forcément avoir lu la série principale, voilà, sans qu'ils soient perdus. Donc l'idée c'est un peu comme du Tolkien en fait, entre le Silmarillion, Hobbit, Seigneur des Anneaux, on peut les lire un peu dans l'ordre qu'on veut, et chacun vient enrichir l'autre. Donc voilà, il pourrait y avoir des albums comme ça, mais la série devrait se terminer en 4 tomes. Oui, normalement on devrait avoir fait le tour de l'intrigue et des questions qui se posaient jusqu'ici. D'où est venue cette idée de créer un village celte, certains diraient presque gaulois, habité par des Amazones? Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invitée à participer à un petit collectif d'illustration par Faustine Tarmas, qui est une autrice et qui travaille aussi beaucoup dans le tatouage. Et donc ce petit recueil d'illustrations en auto-édition, ça s'appelait Cavalerie. Et il était question de faire des cavaliers sur deux images. Et donc je dois avouer que j'étais pas hyper passionnée par l'idée de faire des chevaliers en armure sur des chevaux, parce que je suis un peu nulle pour dessiner les chevaux, il faut avouer. Et j'avais très envie de dessiner des boucs. Donc je me suis dit, hey, qu'est-ce qui marcherait bien avec les boucs? Bah, des bergères. Donc c'est comme ça que j'ai fait des bergères guerrières, et c'est vraiment le tout premier dessin réalisé qui a donné un petit peu tout le ton du projet futur. Et donc une fois que j'ai réalisé ces illustrations, Jonathan est tombé dessus. On commençait à travailler ensemble sur un premier projet, bah voilà, qui était un peu dans le même ton, mais on avait du mal, enfin moi j'avais du mal en fait à avancer dessus. Alors, on avait des persos, on avait une intrigue, mais il manquait quelque chose en fait. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces bergères, bah déjà il y avait donc 4 bergères, donc, qui sont devenues en fait Molly l'héroïne, sa mère, sa grand-mère et sa tante. Et c'est vrai qu'il y avait déjà une idée un petit peu de clan, de famille que je trouve intéressant. Voilà, c'était plutôt badass, charismatique, donc ça se prêtait déjà à de l'aventure. Et j'ai vu aussi l'occasion d'avoir raconté une thématique, enfin de parler d'une thématique qui me plaît bien, qui est en fait ceux qui restent pendant les guerres. Donc c'est vrai que dès qu'on parle de la guerre, on voit vite des hommes qui partent au front, on voit la guerre en elle-même, mais on parle pas trop de ceux qui restent, donc que ce soit les enfants, les femmes et les anciens. Et donc là, parce qu'on s'est posé la question pourquoi des bergères seraient devenues guerrières. Donc voilà, on s'est dit que peut-être qu'elles n'ont pas le choix, peut-être que les hommes ont tous été mobilisés pour une grande guerre, ne sont pas revenus depuis, donc dans notre histoire depuis 10 ans en fait, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais voilà, les femmes pour ne pas, voilà, sont pas laissées abattre, elles ont créé un ordre de bergères guerrières pour défendre leur pâturage, leur vallée contre les brigands, les loups, et on va le voir contre d'autres créatures plus inquiétantes. Donc voilà. Et c'est vrai qu'à partir de là, moi j'ai beaucoup écrit dessus, enfin voilà, on a senti que c'était le projet qu'il nous fallait. Donc malheureusement on a mis l'autre projet de côté, donc il y avait des recherches d'Amélie qui étaient assez chouettes en fait, des choses qu'on aimait bien, mais voilà, il fallait faire un choix et c'était l'histoire qui réunissait vraiment pour nous voilà, des personnages intéressants, une intrigue, voilà, ça nous permettait aussi de faire un petit récit médiéval fantastique, voilà, comme on aime bien, et en plus d'avoir une thématique qu'on trouvait intéressante en tout cas, qui méritait d'être traitée. Donc, Pourquoi autant de personnages dans la série? alors, quand je suis parti sur l'écriture de Bergère Guerrière, c'est que je me suis un peu emballé. J'ai écrit beaucoup de personnages. C'est ça que on avait envie d'avoir un récit assez riche. En fait, comme je disais, on avait dans les premiers dessins d'Amélie, il était question, on voyait qu'il y avait une idée de clans, de famille. On avait envie de pousser un peu ça. Un peu comme dans Astérix, justement, qui était une des références citées dans la question d'avant, justement avec un village d'irréductibles gaulois. Donc il y a Astérix Obélix, mais aussi beaucoup de personnages, le chef, le barde, le poissonnier, enfin voilà, c'est vraiment un village qui a une vie propre, du coup qui devient un peu réaliste en fait. Et c'est vrai qu'on avait envie d'interaction comme ça entre communautés, entre générations. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimait bien dans d'autres œuvres, ce côté intergénérationnel. Enfin, moi je sais que j'adore par exemple la saga Harry Potter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne suit pas juste les 3 héros principaux, on voit aussi leur famille. Enfin, moi je sais que j'adorais la famille de Ron par exemple, parce qu'ils sont vraiment hauts en couleur et ils dégagent vraiment quelque chose d'intéressant dans le récit. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit un petit peu dans les Miyazaki,
où pareil, les héros vont côtoyer des anciens. Enfin, je sais que dans le château, dans le ciel, t'as les pirates qui sont hyper intéressants. Enfin, et j'aime bien en fait le fait qu'on ait du contraste entre les générations, qu'elles puissent s'entraider ou même qu'il y ait des conflits. Enfin, donner quelque chose de vraiment vivant et réaliste au récit. Et pour ça, ça demande forcément de créer beaucoup de personnages. Et c'est pas forcément évident pour moi d'ailleurs de tous les dessiner et les mettre en scène. C'est un petit peu la galère. Mais, Et même à écrire, du coup, c'est ça que faut être beaucoup de personnages. Il faut les dessiner, mais il faut aussi qu'ils aient leur dialogue, il faut qu'ils aient leur vie, leur action. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes où on se retrouve un peu coincé, justement, où on essaie de trouver des astuces pour mettre des persos sur la touche de temps en temps. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que du coup la pagination, enfin en tout cas le nombre de volumes est passé de 3 à 4 et pourrait être à 5 tomes parce que du coup voilà, il y a beaucoup de personnages à faire vivre. Mais en tout cas on voulait ça, on voulait pas un récit jeunesse comme certains font parfois l'erreur où on ne voit que des enfants qui côtoient des enfants, parfois leurs parents. Mais enfin voilà, moi j'ai eu un grand frère, on est souvent influencé par des adolescents, qu'on arrive en école, voilà. On regarde un petit peu les plus grands, on se projette et on voulait retrouver ça en fait, qu'il y ait autant des enfants, des adolescents, des adultes, pour faire vraiment, voilà, d'avoir un univers. On voulait pas baser tout sur l'univers fantastique, mais on voulait vraiment baser ça sur l'univers familial et de clan, pour que les lecteurs puissent vraiment se projeter. Donc, en fait, comme on évoquait, que ce soit que les lecteurs américains, japonais ou autres puissent prendre l'œuvre et comprendre en fait, parce qu'ils vont retrouver un petit peu des valeurs, voilà, qui parlent à tout le monde en fait. Il y aura forcément un personnage auquel ils pourront s'identifier sur la totalité de tous les personnages. Avec le 3e tome paru à l'automne, on commence à comprendre certaines énigmes. Est-ce qu'on va tout comprendre à la fin du 4e? Même si à la fin de chaque album, on aime bien mettre des cliffhangers, on est un peu méchant avec les lecteurs, voilà, on aime bien les tenir en haleine. Mais voilà, sur le dernier tome, on a quand même l'envie que les lecteurs soient pas frustrés, qu'il y ait vraiment toutes les réponses et que voilà, qu'on puisse voilà, on a envie que les persos soient assez attachants pour que les lecteurs soient peut-être frustrés de vouloir retrouver nos personnages, mais pas qu'ils soient frustrés de ne pas avoir des réponses à tout ce qu'on a pu poser. Donc c'est pour ça que le dernier tome est très compliqué, parce qu'on a pas mal d'intrigues, des sous-intrigues, on a beaucoup de choses à clôturer, et on veut le faire bien. Mais après, ça va être un tome très très riche où il va y avoir aussi bien de l'action que de l'émotion, un peu d'humour, mais bon, pas tant que ça. Malheureusement. Ça devient un peu dramatique sur la fin, donc ça devient un peu tendu. Mais voilà, on va essayer de faire un dernier tome assez riche où les lecteurs, on espère, seront contents du final. C'est toujours le plus dur en fait, de terminer une saga, donc on espère être à la hauteur. Amélie Fléchet, entre le premier croquis et la planche finale, combien d'étapes et de manipulations? C'est un processus assez complexe, à vrai dire. Donc effectivement, il faut commencer par faire des croquis, parce que pour chaque scène, chaque nouveau personnage qui arrive, il faut avoir des recherches. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, à partir du texte que Jonathan me fournit, il me fait un découpage planche par planche. Donc sur papier, je vais faire un premier storyboard très 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 rapide. Pas, on va dire c'est assez laid, enfin, vous verrez en image. Mais là, vraiment, le but, c'est de poser les idées, qu'on puisse en discuter avec Jonathan et de voir si c'est la bonne mise en scène. À partir de là, une fois qu'on est contents tous les deux, je vais faire un storyboard au propre en numérique, ce qui va me permettre aussi de poser les textes, de voir si tout est lisible, si tout s'enchaîne bien. Et ensuite, je vais recopier ce storyboard au lavis et à l'encre. Donc j'ai une technique un peu particulière, je travaille en noir et blanc donc sur papier, parce que j'aime bien garder en fait la texture traditionnelle. Et c'est quelque chose que je trouve que ça rajoute quelque chose. Ensuite, je vais faire la couleur en numérique. Et donc voilà, en tout, c'est à peu près toutes les étapes. Donc il faut se dire que pour faire toutes ces étapes pour une seule planche, il faut à peu près 3 jours. Ce qui explique aussi pourquoi je ne fais qu'un seul tome par an, parce que mine de rien, s'il faut 3 jours pour une planche, ça prend pas mal de temps. Une question pour les deux. Quels personnages de BD vous ont inspiré dans votre jeunesse? Eh bien, pour ma part, j'ai du mal à trouver un héros de bande dessinée qui a pu m'inspirer quand j'étais enfant, parce que
En fait, je trouve qu'on a on avait beaucoup moins de variété que ce qui se fait actuellement en bande dessinée jeunesse, et notamment pour ce qui est des héroïnes. J'en vois très peu en fait que j'ai pu lire à l'époque, et à part Yoko Tsuno, mais bon, c'était un modèle un peu très très, très particulier. Donc c'est aussi ce qui m'a motivée là en tant qu'autrice à travailler sur une série jeunesse avec une héroïne et même des personnages féminins forts, parce que c'est ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enfant. Donc, j'espère au moins que maintenant il y aura des petites filles qui pourront dire ah, quand j'étais enfant j'étais inspirée par Molly ou par d'autres personnages de la bande dessinée. Moi, inspiré, après le mot est un peu fort. Il n'y aurait pas forcément un personnage en particulier qui m'a inspiré dans la vie. Mais c'est vrai qu'après, bon, je peux en revenir à Astérix, où c'est vrai que voilà, ça faisait partie des classiques, des BD que je relisais beaucoup quand j'étais enfant, parce qu'il y avait bon là, il y avait quand même un peu des valeurs qui étaient défendues, il y avait ce côté vraiment très courageux, un peu entêté. Je sais pas si c'est très français d'être comme ça, mais je peux l'être en tout cas aujourd'hui. Et sinon après, c'était plus enfant, début d'adolescence, il y avait aussi, c'était l'arrivée en France de tout ce qui est shonen, donc les mangas un petit peu, on va dire pour garçons, mais d'aventure, action pour enfants, donc notamment Dragon Ball. Donc voilà, c'est le genre de série ou de manga dans lesquels il y avait des valeurs d'amitié, de combativité, vraiment, de dépasser ses limites. Donc voilà, il y avait des valeurs comme ça qui nous parlaient un peu tous, nous, quand on était enfants en tout cas, qui nous plaisaient bien, quoi. Donc voilà. Les Kamehameha. Ah, voilà. Petit, j'ai souvent rêvé que je faisais des Kamehameha comme dans Dragon Ball. Et quand je me réveillais, j'essayais, c'était un échec en fait. Donc voilà, j'y arrive toujours pas. Et pour terminer, une question que l'on pose à tous nos invités. Si la BD olfactive devenait réalité, quelle histoire raconteriez-vous d'emblée? C'est une question difficile. Alors, moi, je pense, vu que j'aime beaucoup cuisiner Et manger, j'imagine que je ferais sans doute une bande dessinée sur la cuisine et sur la pâtisserie, ce serait pas mal. Mais en même temps, ça me paraît pas être une bonne idée, parce que ce serait horrible à lire en fait. Ça donnerait tout le temps faim et ce serait un peu cruel, je pense. C'est ça quoi, je pense la nourriture, je sais pas si c'est une réponse de français, mais on est très attaché à la nourriture. Amélie cuisine très bien. Et ça quoi, du coup ça donne envie peut-être d'avoir un récit soit un peu à la japonaise, un concours de nourriture, ou voilà, où il y a moyen de caser de l'aventure, ou peut-être un cuisinier qui fait un peu le tour du monde, essayer de trouver des saveurs, des odeurs différentes. Donc je pense qu'on partirait là-dessus. Ouais. En tout cas, on n'adapterait pas Bergère Guerrière en olfactif, parce que avec les odeurs de bouc, ce serait pas terrible. Puis l'héroïne, elle aime pas trop se laver non plus en plus, donc Ouais, ce serait pas très plaisant. ce serait pas terrible. Voilà. Je pense qu'elle perdrait en charisme. La nourriture. Voilà. La nourriture, c'est bien.